Imaginez, on vous sert de la viande rôtie. Vous n'y touchez pas car vous savez à qui elle appartient. Hier, cet homme se tenait à vos côtés sur le pont. Vous êtes assis, attaché à un arbre, et à quelques mètres de là, des Maoris rient, mangent et jettent des os rongés dans le feu. Les os de vos camarades. C'est la première nuit. 10 ans vous attendent, et ce n'est que le début. Le 9 janvier 1826, un navire marchand américain jeta l'ancre au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. L'endroit s'appelait la baie de la Pauvreté, un nom qui s'avéra prophétique. Le capitaine Jackson se tenait sur le pont et observait un canoë se détacher du rivage. L'embarcation approchait rapidement. À la proue se tenait un homme vêtu d'une cape en plume d'oiseau. Son visage et son corps étaient couverts du tatouage traditionnel maori, celui que l'on applique qu'aux nobles guerriers et aux chefs. Mais ses cheveux étaient blonds. Les marins échangèrent des regards. Le capitaine fronça les sourcils. L'homme monta à bord. Il regarda le capitaine et prononça dans un anglais parfait « Hissez les voiles, immédiatement, ou vous serez tous tués ». Ce n'était pas le moment de poser des questions. L'équipage se précipita vers les gréements. Les voiles furent hissées. L'ancre fut levée en un temps record. Ce n'est que lorsque la côte est disparut derrière la poupe que le capitaine Jackson se tourna vers l'étrange invité. Celui-ci dit calmement « Je m'appelle John Rutherford. Je suis le seul survivant du navire Agnès ». Selon Rutherford lui-même, il serait né à Manchester en 1796. Famille pauvre, beaucoup d'enfants. Pour de tels garçons, il n'y avait qu'une seule issue, la mer. À 10 ans, John s'engagea sur un navire. Auparavant, il avait travaillé comme ramasseur de coton, un labeur pénible et éreintant du matin au soir. La mer semblait être une délivrance. La vie de marin n'était pas facile non plus, mais John retournait rarement en Angleterre. Il servit longtemps sur un navire de guerre au large des côtes du Brésil. En août 1813, il participa à l'assaut de Saint-Sébastien. De retour d'Espagne, il embarqua sur un navire royal en partance pour l'Orient. De là, il passa sur un autre bâtiment. Puis, il monta à bord du brick Agnès. Un petit navire, 6 canons, 14 hommes d'équipage. Le capitaine Coffin faisait du commerce, perles, carapaces de tortues, toutes sortes de produits exotiques pour les marchés européens. Les îles de l'océan Pacifique étaient un endroit idéal pour ce genre d'affaires. C'est cette traversée qui allait bouleverser la vie de John Rutherford. Le 6 mars 1816, la vigie cria « Terre !» Les îles Barrières. Le navire mit le cap au nord. Mais à peine s'était-il éloigné qu'une tempête éclata au nord-est. Pendant 5 jours, l'Agnès fut ballottée sur les vagues comme un fétu de paille. Lorsque le ciel s'éclaircit enfin, ils se retrouvèrent près d'une côte inconnue. Une baie en forme de croissant. Une plage de sable, une rivière se jetant dans l'océan. Le capitaine Coffin reconnut l'endroit d'après des descriptions. La baie de la Pauvreté. La même côte où, en octobre 1769, James Cook posa pour la première fois le pied sur la terre de Nouvelle-Zélande. Et Coffin savait comment cette visite s'était terminée. Le capitaine ne voulait pas s'approcher du rivage. Il ne connaissait pas ces eaux et craignait les indigènes. Mais il n'avait pas le choix. Les réserves d'eau douce s'épuisaient et le navire lui-même nécessitait des réparations après la tempête. Vers le soir, plusieurs canoës s'approchèrent du navire. Dans chacun, une trentaine de personnes. Mais c'étaient des femmes. Il n'y avait presque pas d'hommes. Le capitaine les autorisa à monter à bord. Certaines restèrent pour la nuit, divertissant les marins en échange de babioles en fer. Rutherford écrira plus tard « Elles essayaient de voler tout ce qui leur tombait sous la main. Elles arrachaient même les clous du bordage. » Coffin instaura une veille 24 heures sur 24. Le matin amena de nouveaux invités. Un grand canoë de guerre avec plus de 100 hommes à l'intérieur. Mais ils avaient l'air pacifiques. Ils levaient des marchandises au-dessus de leur tête, souriaient, montrant par gestes qu'ils voulaient commercer. Une pratique courante. Les autochtones échangeaient de la nourriture et des nattes contre des babioles européennes. Un chef arriva avec eux. Coffin parvint même à un accord avec lui. Les Maoris rempliraient les barils d'eau douce directement sur la rive.
Le capitaine ne voulait pas y envoyer ses hommes, trop dangereux. Tout semblait bien se passer. Le canoë revint avec l'eau, les barils furent hissés à bord, le chef et ses hommes partirent chercher une deuxième cargaison. Pendant ce temps, les autres Maoris montaient des cochons à vendre sur le pont. À la fin de la journée, Coffin avait acheté environ 200 têtes et quelques autres provisions. Les indigènes étaient amicaux, trop amicaux. Les marins commencèrent à baisser leurs gardes. Puis quelqu'un remarqua, un grand bout de corde avait disparu du navire. Les Maoris l'avaient coupé et emporté à terre. Le lendemain matin, le chef revint pour la deuxième cargaison d'eau. Il naviguait sur la chaloupe du navire. Les barils ne rentraient pas dans le canoë. Lorsqu'il accosta, le charpentier inspecta l'embarcation et pâlit. Presque tous les clous avaient été arrachés du bordage. À peu près au même moment, Rutherford surprit un des Maoris en train de voler du plomb. Voici comment il le décrit. Quand je lui ai repris le plomb, il a grincé des dents et a levé sur moi une hache de pierre. Pour l'eau, le chef demanda un prix exorbitant, 2 mousquets, de la poudre et des plombs. À cette époque, les Européens avaient déjà compris que vendre des armes aux autochtones était une mauvaise idée. Tôt ou tard, elles pourraient se retourner contre vous. Mais le chef refusait tout autre échange. L'accord fut conclu. Et c'est là que se produisit ce qui allait changer à jamais le destin de 14 hommes. Voici ce que Rutherford écrit dans son journal. Il y avait environ 300 indigènes sur le pont. Parmi eux, un chef nommé Amé. Chacun était armé d'un méré, une massue de pierre d'environ 1 pied de long, plate, avec des bords tranchants et une poignée. C'est avec cette arme qu'ils tuent leurs ennemis, en frappant à la tête. Il convient ici de faire une petite digression. Le méré n'est pas une simple arme. Pour les Maoris, c'est un objet d'une immense valeur culturelle, comme le tomahawk pour les Indiens de Nord-Amérique. Les meilleurs mérés étaient fabriqués en punamu, une pierre verte, une variété de néphrite, que l'on ne trouvait qu'en Nouvelle-Zélande. En raison de la solidité de ce matériau, l'arme était fine, élégante, mortelle. Le processus de fabrication prenait des décennies. Chaque méré recevait un nom. On croyait que l'arme possédait une âme. Être tué par une telle lame était un honneur. Revenons maintenant sur le pont. L'accord est conclu. Les mousquets et la poudre sont remis. L'eau est à bord. Mais les Maoris ne partent pas. Rutherford regarde autour de lui et remarque de la fumée s'élève au-dessus des collines. Des gens courent de partout dans la baie, des centaines de personnes. Le capitaine pâlit et ordonne de préparer les voiles pour le départ. Après le déjeuner, ils quitteront cet endroit maudit. L'équipage déjeune. Rutherford monte et commence à travailler sur le foc. Seuls le capitaine et le coq restent sur le pont. Le second et le maître d'équipage chargent les canons par précaution. Et soudain, le chef arrache sa cape. Brandissant son méret, il se met à chanter. 1 seconde plus tard, les 300 hommes jettent leurs nattes. Ils se retrouvent complètement nus et commencent à danser. Le haka, la danse de guerre sacrée des Maoris. Ils tapent des pieds si fort que le pont tremble. Le capitaine, terrifié, se colle le dos au mât. Un des indigènes s'approche discrètement par derrière et le frappe à la tête avec sa massue. 3, 4 coups. Le coq du navire se jette pour défendre le capitaine. Il tombe à son tour. Rutherford est assis sur les gréements et regarde la scène, tremblant d'horreur. Des larmes coulent sur son visage. Le second sort de la cale, il est attrapé sur l'échelle. Un coup par derrière sur la nuque. Il tombe, mais ne meurt pas sur le coup. Il gémit, se tord. 4 marins sautent par-dessus bord. Ils sont repêchés. Les autres sont forcés de descendre des gréements. Tous sont ligotés. Un des chefs fait signe à Rutherford de s'approcher. Il obéit. On lui tord les bras dans le dos. Les Maoris fouillent les prisonniers. Ils prennent les couteaux, les pipes, les tabatières, tout ce qu'il y a dans leurs poches. Le second gémit terriblement. Le maire s'est enfoncé de 5 cm dans son cou. Le sang coule de la blessure. Un des indigènes,
assis à proximité dans un canoë, se penche et se met à lécher le sang avec sa langue. Les hommes ligotés sont jetés dans les embarcations et emmenés à terre. Là, on les attache à des arbres. Les Maoris allument d'immenses feux. Toute la nuit, à leur lueur, ils pillent le navire. Ils sortent tout jusqu'au dernier clou. À l'aube, l'Agnès est réduite en cendres. 12 hommes ont atteint le rivage vivant. Au matin, il n'en restait plus que 6. Rutherford écrit « Pendant le festin, on nous apporta un panier de pommes de terre et un peu de viande qui ressemblait à du porc. Mais au lieu d'y toucher, nous frissonnâmes à la seule pensée de savoir à qui elle pouvait appartenir. » Je ne décrirai pas tout le rituel en détail. Rutherford l'a fait dans son journal, de manière plus que détaillée. Je dirais seulement que ses écrits sont la seule source sur ces événements. Nous voyons tout à travers ses yeux. Une partie de ce qui s'est passé reste dans l'ombre. Et surtout, la raison de l'attaque est inconnue. Personnellement, je pense qu'elle n'était pas planifiée. Pourquoi alors traîner 200 cochons à bord? Pourquoi transporter de l'eau pour les marins? Pourquoi toute cette agitation? Il est plus probable que l'attaque ait été spontanée. Peut-être qu'un des Européens a proféré une insulte, ou les Maoris ont décidé de punir un vol, bien qu'ils aient eux-mêmes volé. Peut-être la tribu avait-elle de vieux comptes à régler avec les hommes blancs. Quant au cannibalisme rituel, les débats se poursuivent encore aujourd'hui. Était-il répandu chez les Maoris, ou s'agissait-il de cas isolés? À mon avis, les témoignages historiques sont trop nombreux pour que cela soit considéré comme une rareté. Par exemple, James Cook lui-même, le premier Européen à avoir posé le pied sur cette terre, en parle dans ses rapports. La carcasse d'un chien gisait dans leur four. À côté se trouvaient de nombreux paniers de nourriture. En passant près de l'un d'eux, nous jetâmes un regard négligent à l'intérieur et vîmes 2 os proprement rongés. Ils n'appartenaient manifestement pas à un chien. En y regardant de plus près, il devint clair, c'étaient des os humains. L'horreur nous saisit. Nous avions entendu des rumeurs sur ces côtes, mais maintenant nous ne pouvions plus en douter. La chair qui recouvrait ces os avait été mangée. Ils gisaient dans un panier de nourriture, avaient été traités par le feu et des traces de dents étaient visibles sur les cartilages. Nous demandâmes à notre interprète de demander ce qu'étaient ces os. Les indigènes répondirent sans la moindre hésitation, « Ce sont des os d'hommes ». Nous demandâmes ce qui lui était arrivé. Ils répondirent, « Nous l'avons mangé ». Alors nous demandâmes pourquoi ils n'avaient pas mangé le corps de la femme que nous avions vue dans l'eau. Ils dirent, « Elle était malade, et elle était notre parente ». Nous ne mangeons que les corps des ennemis tués au combat. Par la suite, ils nous apportèrent régulièrement des os humains dont la chair avait été mangée, et nous proposèrent de les acheter. Mais revenons aux prisonniers. La nuit sur la plage passa. Le matin, 5 chefs menèrent les 6 survivants à l'intérieur de l'île. Quand ils partirent, le navire brûlait encore. Le trajet dura plusieurs heures. Quand ils arrivèrent au village, environ 200 personnes les accueillaient. C'était la résidence d'un des chefs, Ranga. Voici ce que Rutherford écrit. Ils entourèrent le chef en foule, s'agenouillèrent, commencèrent à crier et à pleurer fort. Puis ils se mirent à se taillader le visage, les bras et d'autres parties du corps avec des éclats de silex tranchants qu'ils portaient autour du cou. L'automutilation rituelle comme signe de respect envers le chef, une pratique que l'on retrouve dans de nombreuses cultures du monde. Les prisonniers attendaient la mort. Mais on les conduisit à la maison du chef, le plus grand bâtiment du village. Long, large, mais très bas. La seule entrée, un petit trou par lequel il fallait ramper à 4 pattes. Un cochon avait déjà été rôti pour leur arrivée. Ils s'assirent avec les chefs près du feu et commencèrent à manger. Les esclaves, eux, mangeaient à part. Cela signifiait que les prisonniers n'étaient pas considérés comme des esclaves. Ils étaient accueillis comme des égaux. À mon avis, cela prouve une fois de plus que l'attaque du navire n'était pas planifiée à l'avance. Elle a probablement été provoquée par une cause accidentelle, et non par la nature perfide des Maoris, comme on l'a dépeint plus tard dans les livres. Pendant le festin, Rutherford remarque que les Maoris sont très propres. Ils n'utilisent jamais 2 fois les paniers pour la nourriture. La seule vaisselle réutilisable sont les calebasses pour l'eau. Et même dans celle-ci, ils boivent sans toucher le bord avec leurs lèvres.
Après le dîner, tous s'assirent autour d'un grand feu. Plusieurs femmes, que Rutherford décrit comme « jolies », s'assirent à côté des marins. De temps en temps, elles leur touchaient les côtes. Les prisonniers interprétèrent cela comme une tentative de vérifier s'ils étaient assez gras pour être rôtis. Puis on les invita à passer la nuit dans la maison du chef, un grand bâtiment sans cheminée, chauffé à l'âtre. L'intérieur était insupportablement enfumé. Un autre jour passa. Les marins, à leur grande surprise, étaient toujours en vie. De plus, le matin, le chef leur rendit leurs couteaux et leurs tabatières, confisqués lors de la fouille. Puis il les invita à déjeuner, pommes de terre et mollusques. Voici ce que Rutherford écrit. Après le déjeuner, arrivèrent la femme du chef, Amy, et ses 2 filles. Les 3 dames vinrent nous voir. Elles aimèrent les boutons dorés de mon gilet. Amy me fit signe de les arracher. Bien sûr, j'obéis immédiatement. Le chef accepta les boutons avec joie. Il me serra la main et s'exclama « L'homme blanc est très bon ». Les marins commencèrent à deviner qu'on n'allait apparemment pas les manger. Mais il y avait tout de même un piège. Voici ce qui se passa ensuite. Tous les indigènes s'assirent en cercle sur le sol. On nous amena au centre. On nous enleva nos vêtements et on nous allongea sur le dos. Chacun de nous était maintenu par 5 ou 6 personnes, et 2 autres, sans le moindre avertissement, se mirent à nous tatouer. Ils prirent un morceau de charbon de bois et commencèrent à le frotter sur une pierre avec un peu d'eau, jusqu'à obtenir un liquide noir épais. Puis ils y trempèrent un instrument en os, il ressemblait à un ciseau de jardinage au bord tranchant. Ils l'appliquèrent sur la peau, frappèrent dessus avec un petit morceau de bois, l'instrument pénétra dans la peau comme un couteau. Le sang se mit à couler. On l'essuyait constamment avec le tranchant de la main pour vérifier si l'empreinte était assez nette. Sinon, on l'appliquait à nouveau, et encore, et encore. Il y avait beaucoup de sang. Pour les différentes parties du visage, on utilisait différents instruments. L'un était fait d'une dent de requin, un autre avait la forme d'une scie, de différentes tailles pour différents motifs. Il est difficile d'imaginer à quoi pensaient les marins à ce moment-là. Ils avaient sûrement entendu parler des têtes séchées couvertes de tatouages. En Angleterre, elles jouissaient d'une popularité folle. Un lord sortait un tel trophée de la cheminée lors d'un dîner et choquait ses invités, qui discutaient ensuite longuement de la sauvagerie de ces terres. Il n'est pas difficile de deviner. Les marins pensaient que leur tête deviendrait de tels souvenirs. Mais revenons au processus. La douleur était très vive, mais je ne bougeais pas une seule fois, ni ne poussais un seul cri. Mes camarades gémissaient terriblement. Les tatoueurs travaillaient vite et adroitement. Je passais 4 heures sous leurs mains. Pendant tout ce temps, la fille aînée du chef Amy m'essuya plusieurs fois le sang du visage avec un linge de lin. Quand l'opération fut terminée, elle m'emmena à la rivière pour me laver. À cause de mes yeux enflés, j'étais complètement aveugle. Puis on nous rendit nos vêtements, sauf les chemises. Les femmes les gardèrent pour elles. Elles les enfilèrent à l'envers. Après le tatouage, le chef nous déclara tabou. Cela signifiait que nous étions devenus sacrés. Il était interdit de nous toucher avec les mains. Cette situation dura 3 jours. Peu à peu, l'enflure diminua, la douleur s'apaisa et je commençai à retrouver la vue. Mais je ne fus complètement guéri qu'au bout de 6 semaines. Aucun soin médical ne me fut prodigué. En revanche, les 2 filles du chef Amy furent très attentionnées. Elles s'asseyaient souvent à côté de moi et parlaient dans leur langue, dont je comprenais encore peu de choses. L'application du tatouage, le moko, était un rite d'initiation. Les marins étaient acceptés dans la tribu. Ce tatouage n'était en effet pas appliqué avec une aiguille, mais avec un ciseau en os. De ce fait, la peau était couverte non seulement de motifs, mais aussi de cicatrices en relief. Les motifs n'étaient pas seulement appliqués sur le visage, mais sur tout le corps. Grâce à eux, les Maoris reconnaissaient l'appartenance à une tribu, le statut et la lignée. Le tatouage est une sorte d'arbre généalogique. Chez les femmes, le moko couvrait obligatoirement les lèvres, le menton et une partie du cou.
Les lèvres noires étaient considérées comme belles. Des lèvres sans tatouage semblaient étranges et laides. Rutherford fut le premier Européen à décrire si en détail le rituel du tatouage, et à l'avoir subi en personne. Il écrit que dans la partie du pays où il se trouvait, les hommes avaient généralement le visage, les cuisses et la poitrine tatoués, certains en dessous du genou. Mais personne n'était autorisé à se faire tatouer le front, le menton et la lèvre supérieure, à l'exception des plus grands chefs. Plus il y a de tatouages, plus grand est l'honneur. Un point intéressant, le terme tabou. Rutherford est l'un des premiers à le décrire. Les chefs pouvaient imposer un tabou sur des personnes et des objets. C'était une interdiction religieuse. Par exemple, un tabou était placé sur le corps d'un mort, ou, comme dans ce cas, sur une personne qui venait de se faire tatouer. Cela confirme une fois de plus qu'il s'agissait d'un rite d'initiation. Les marins renaissaient, en quelque sorte, en tant que nouveaux membres de la tribu. Mais si l'on met de côté la religiosité, le tabou avait un sens tout à fait pratique. Le contact avec les cadavres peut provoquer des épidémies. Et une personne avec un tatouage sur le visage, en somme une plaie ouverte, pouvait facilement contracter une infection. Le tabou, c'est-à-dire l'interdiction religieuse de toucher, augmentait considérablement les chances de survie. Les marins restèrent dans le village pendant environ 6 mois. On leur attribua une maison pour y vivre. Les indigènes leur donnèrent même une marmite en fer, celle-là même qu'ils avaient volée sur leur navire. Mais, il faut comprendre, pour les Maoris, c'était un cadeau royal. Les objets en fer valaient leur pesant d'or. Ce qui est intéressant, un tabou fut également imposé sur la marmite. Personne, à part les marins, ne pouvait la toucher, ni même manger la nourriture qui y était préparée. Une autre application pratique du tabou, il empêchait les villageois de simplement voler la marmite aux marins. 6 mois plus tard, les prisonniers partirent en voyage à l'intérieur du pays. En passant par les villages, les Maoris laissaient un des prisonniers au chef local. De toute évidence, avoir un Européen dans sa tribu était considéré comme prestigieux. Finalement, seuls John Rutherford et le marin John Smith restèrent avec le chef aimé. Voici ce que Rutherford écrit. « En quittant un village, nous y laissâmes notre camarade nommé Jefferson. En nous disant au revoir, il me serra la main avec une force incroyable. Des larmes coulaient sur son visage. « Que Dieu vous bénisse, dit-il. Nous ne nous reverrons jamais. » Nous continuâmes notre chemin en compagnie d'Aimé, de sa famille et de quelques autres. Nous marchâmes environ 2 miles sans prononcer un mot. Nous arrivâmes à une rivière, nous nous arrêtâmes, nous allumâmes un feu. Les indigènes qui portaient les bagages arrivèrent environ 1 heure plus tard. Ils apportèrent des pommes de terre et du poisson séché. Nous préparâmes le dîner. Nous traversâmes la rivière, elle n'arrivait qu'aux genoux. Nous entrâmes aussitôt dans la forêt. Nous marchâmes jusqu'au coucher du soleil. En sortant de la forêt, nous nous trouvâmes au milieu de champs cultivés. Il y poussait des pommes de terre, des navets, des choux et une racine ressemblant à de l'igname. Il y avait aussi des pastèques et des patates douces. Quelque temps après, nous arrivâmes à une autre rivière. Sur la rive opposée se trouvait un village. C'est là que vivait Aimé. Devant les portes se tenaient de nombreuses femmes. En nous voyant, elles crièrent « Arami, Arami !» ce qui signifie « Bienvenue à la maison ». On nous conduisit à la maison d'Aimé, la plus grande du village. Les murs étaient faits de grandes branches couvertes de roseaux. Le toit était en paille. On tua un cochon pour nous. Nous nous assîmes près du feu et nous divertîmes en écoutant le chant de plusieurs femmes, en l'honneur de notre arrivée. En l'honneur du retour du chef, une esclave fut exécutée. On la jeta dans un trou dans le sol et on y alluma un grand feu pour qu'elle soit bien rôtie. Le lendemain, un festin fut organisé. John Rutherford et John Smith restèrent vivre dans ce village. On leur construisit une maison. Et comme le souligne Rutherford, on leur permit de vivre selon les coutumes anglaises, autant que les circonstances le permettaient. C'est-à-dire qu'on ne les obligea pas à participer à tous les rituels et à s'assimiler complètement. C'est ici que John Rutherford passera tout le reste de son temps en Nouvelle-Zélande. Voici ce qu'il écrit. Pendant la première année, nous passions notre temps principalement à la pêche et à la chasse.
Le chef possédait un excellent fusil à 2 coups, beaucoup de poudre et de plomb, tout cela, il l'avait ramené de notre navire. Il me confia généralement le fusil quand j'allais à la chasse, bien qu'il m'accompagnât rarement lui-même. John apprend la langue, commence à porter les vêtements locaux, fréquente les chefs. Chasse les oiseaux, pêche. Ils mènent, en somme, la vie d'un Maori de haut rang. Et leur vie était plutôt agréable. Ils se divertissaient et ne faisaient que ce qui leur plaisait. Les esclaves travaillaient les champs et cultivaient la terre. Le régime alimentaire comprenait de nombreuses cultures agricoles, pommes de terre, patates douces, ignames. La mer fournissait du poisson. Les Maoris étaient des pêcheurs habiles. Rutherford lui-même apprit à attraper adroitement les perroquets à l'aide d'un nœud coulant. Les Maoris élevaient aussi des cochons. Il y avait aussi des cochons sauvages, on les chassait. Rutherford écrit même sur du gros bétail que l'on chassait avec des chiens dans la forêt. Leur vie semblait enfin s'être arrangée. Mais un autre moment dramatique survint. Voici ce que Rutherford écrit. Un jour, le chef Amei et sa famille partirent pour un festin dans un autre village. Mon camarade et moi restâmes à la maison en compagnie de quelques esclaves et de la mère du chef, une vieille femme malade. Le médecin chaman, dans ce pays, reste constamment avec ses patients, jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils aillent mieux ou meurent. Dans ce dernier cas, il comparaît devant une commission d'enquête composée de tous les chefs des villages voisins. Ainsi, pendant l'absence de la famille au festin, mon camarade prêta son couteau à un esclave pour que celui-ci coupe des roseaux et répare la maison. Quand le travail fut terminé, il récupéra son couteau. Peu de temps après, nous tuâmes un cochon. Nous coupâmes une partie de la viande en petits morceaux avec nos couteaux et la mîmes dans la marmite en fer avec des pommes de terre que nous avions également pelées avec nos couteaux. Quand les pommes de terre furent prêtes, la vieille femme malade demanda un peu de nourriture. Nous lui en donnâmes, en présence du médecin. Elle mangea de notre nourriture. Le lendemain matin, elle mourut. Il n'est pas difficile de deviner que les Anglais ont de nouveau de gros problèmes. Une sorte de procès eut lieu. Les chefs des tribus voisines arrivèrent. Lors de cette assemblée, le chaman déclara que la femme était morte pour avoir mangé une pomme de terre pelée avec le couteau de l'homme blanc. Et donc, celui à qui appartient ce couteau doit être immédiatement exécuté. John Smith fut tué. Rutherford fut autorisé à enterrer son camarade selon la coutume fêtienne. Il était maintenant seul. Plusieurs années passèrent. John passait beaucoup de temps avec le chef Amey. Avec le temps, ils devinrent amis. Voici ce qu'il écrit. Un jour, Amey m'appela chez lui en présence de plusieurs chefs. Il leur parla de mes succès à la chasse et à la pêche. En conclusion, il ajouta qu'il souhaitait faire de moi un chef si je donnais mon consentement. J'acceptais volontiers. Après cela, mes cheveux furent immédiatement coupés sur le devant avec un coquillage, comme le font les chefs. Plusieurs chefs me donnèrent leurs nattes, couvertes d'ocre rouge et d'huile. Ma tête et mon visage furent enduits de la même composition. Je reçus également en cadeau un beau maire de pierre, que je portais ensuite toujours sur moi. Ainsi, le simple marin John Rutherford devint un chef maori. Après sa nomination à ce poste, il devait se marier immédiatement. Voici ce qu'il écrit. Quand je devins chef, Amey me conseilla de prendre 2 ou 3 femmes. Les chefs ont l'habitude d'avoir autant de femmes qu'ils le jugent nécessaire. J'acceptai d'en prendre 2. On me présenta environ 60 femmes. Aucune ne me plut. Alors Amey dit qu'un tabou était imposé sur moi pour 3 jours. À l'expiration de ce délai, il m'emmènerait avec lui au camp de son frère, où je trouverais de nombreuses autres femmes. Nous allâmes au camp au moment convenu. On fit défiler plusieurs femmes devant nous. Je jetai un coup d'œil aux 2 filles d'Amey qui nous suivaient et étaient assises sur l'herbe. Je m'approchai de l'aînée et dis que je la choisissais. Elle poussa aussitôt un cri et s'enfuit. 2 indigènes jetèrent leur cape, la suivirent, la rattrapèrent et la ramenèrent, sur l'ordre d'Amey. Je m'approchai et lui saisis la main. Les indigènes la lâchèrent. Elle marcha tranquillement avec moi vers son père. Elle baissa la tête et se mit à rire.
Amy appela alors son autre fille. Elle vint aussi, en riant. Il me conseilla de les prendre toutes les deux. Je me tournai vers elles et leur demandai si elles étaient prêtes à venir avec moi. Les deux répondirent « d'accord ». Ma femme aînée s'appelait Cho, la plus jeune est Pécou. Elles étaient toutes deux belles, douces et de bonne nature. Rutherford n'était pas le seul Anglais sur l'île. Lors d'un voyage dans un village éloigné, il rencontra un homme très intéressant. Voici ce qu'il écrit. « Je rencontrai un Anglais nommé James Maury. Il me raconta qu'il avait été mousse sur le navire Sydney Cove. Ce navire avait jeté l'ancre près du Cap Sud. Lui et plusieurs marins avaient été envoyés à terre en chaloupe, dans le but de commercer avec les indigènes. Là, il fut fait prisonnier et resta vivre parmi les Maoris. Depuis, il s'était marié, avait vécu dans le village pendant 8 ans et s'était tellement habitué aux mœurs et au mode de vie des autochtones qu'il avait décidé de ne jamais les quitter. Il avait 24 ans, beau, de taille moyenne, avec de nombreux tatouages. Il était également devenu chef et accompagnait souvent les indigènes dans leurs guerres. Il parlait leur langue. Il avait beaucoup oublié de son propre peuple. Ce garçon me raconta qu'il avait entendu parler de la prise de notre navire, et il me parla de la mort de 2 de mes camarades, Smith et Watson, qui se trouvaient dans d'autres villages. Je restai dans ce village 6 semaines. Pendant tout ce temps, je cherchais un navire passant par les détroits, sur lequel je pourrais m'échapper. Mais je n'eus pas la chance d'en voir un seul. Cependant, je gardai mon intention secrète pour les Maoris. Ce garçon était trop attaché aux indigènes et aurait pu me trahir. La vie de Rutherford ne consistait pas seulement à pêcher et à manger du porc avec des pommes de terre. En tant que chef, il devait participer aux guerres, et celles-ci éclataient assez souvent entre les tribus. Voici comment il décrit cet événement. Une guerre se préparait. Le jour du départ arriva. Je partis avec tout le monde. Je m'armai, une paire de pistolets, un fusil de chasse à 2 coups. Je pris un peu de poudre, des balles et une grande quantité de grenailles de canard, dont le but de chasser du gibier pendant le voyage. 500 guerriers maoris partirent en campagne. Ils campèrent près d'une rivière. De l'autre côté se trouvait l'armée ennemie. Des messagers arrivèrent. L'un d'eux rapporta que dans le détachement ennemi se trouvait également un homme blanc. Il avait entendu parler de moi et voulait me voir. Les chefs ennemis veulent me voir. Ils me donneront l'autorisation de traverser la rivière et de revenir ensuite. Ils garantissent ma sécurité. C'était dangereux, mais je voulais vraiment voir cet homme. J'acceptais d'y aller. On ne me permit pas d'y aller armé. On me prit mes pistolets. Quand j'arrivai sur la rive opposée, plusieurs chefs m'accueillirent de la manière habituelle, en touchant mon nez avec le leur. Puis je m'assis au milieu d'eux, à côté de l'homme blanc. Il dit qu'il s'appelait John Momson. Il était originaire de Port Jackson. Il s'était échappé d'un sloop de guerre alors que celui-ci était mouillé sur cette île. Depuis, il vit parmi les Maoris, chez un chef nommé Ram Mati, dont il a épousé la fille. Il dit aussi qu'il avait récemment été dans la baie des îles et y avait vu plusieurs missionnaires anglais. Pendant que je restais parmi ces gens, on amena un esclave à l'un des chefs. Le chef se leva aussitôt et le frappa à la tête avec son maire. Ce maire était différent des autres. Il était en acier. Le cœur fut arraché à l'esclave dès qu'il tomba à terre, et aussitôt mangé par le chef. Je demandai qui était ce chef. On m'informa qu'il s'appelait Shungi. Il avait été en Angleterre, où il avait été présenté à la noblesse. D'eux, il avait reçu de nombreux cadeaux de valeur, entre autres un fusil à 2 coups et des mousquets, qu'il avait depuis portés dans de nombreuses batailles. Ici, dans le récit de Rutherford, nous rencontrons un personnage historique réel. Le chef Ongi Ika, Shungi, a en effet vécu 2 ans parmi les Européens, puis il est retourné dans son pays avec de riches cadeaux. Dans son pays, il jouissait de la réputation du cannibale le plus féroce, mais en même temps, il permettait aux missionnaires anglais de vivre sur ses terres, en échange de riches cadeaux.
En général, de tels conflits militaires se produisaient très souvent à cette époque. Ils ont été appelés les guerres des mousquets. Les navires anglais et américains avaient vendu une quantité assez importante d'armes à feu à la population locale. Si auparavant les Maoris se battaient à coups de bâton, ils tiraient maintenant avec des mousquets. Cela a entraîné une forte baisse de la population. Mais revenons au journal de Rutherford. Voici ce qu'il écrit. Le commandant en chef de chaque camp s'avança. Il se plaça devant ses troupes et entonna un chant de guerre. Quand celui-ci fut terminé, les deux camps commencèrent à danser la danse de guerre. Ils chantaient aussi fort qu'ils le pouvaient et brandissaient leurs armes en l'air. Puis les deux troupes s'approchèrent l'une de l'autre à une distance d'environ 100 yards et tirèrent avec leurs mousquets. Beaucoup d'entre eux tombèrent. Ils étaient ramassés par les femmes et les garçons. Les survivants sortirent leurs masses et leurs casse-têtes de leur ceinture. Avec des cris horribles, ils se jetèrent dans la bataille. Ils se saisissaient par les cheveux de la main gauche. De la droite, ils tranchaient les têtes. Pendant ce temps, les femmes et les garçons les suivaient, poussant les cris les plus terribles que j'ai jamais entendus. Ils ramassaient ces têtes. La bataille ne dura que quelques minutes. L'ennemi commença à battre en retraite. Notre troupe se mit à sa poursuite à travers la forêt. Certains d'entre eux, dans leur fuite, traversèrent la colline sur laquelle je me tenais. Un des guerriers me lança une lance barbelée. La lance se planta dans la face interne de ma cuisse gauche. Elle fut ensuite extraite par deux femmes à l'aide d'une coquille d'huître. Le résultat de cette opération fut une blessure de la taille d'une tasse de thé. On me transporta de l'autre côté de la rivière jusqu'à ma hutte. Ma femme appliqua quelques herbes vertes sur la blessure. Elles arrêtèrent immédiatement le saignement. La douleur devint beaucoup moins forte. La guerre était gagnée. 20 têtes furent empalées sur des pieux. 40 corps furent jetés au feu pour le dîner de fête. La blessure de John se referma assez rapidement grâce aux soins de sa femme. Et bientôt, il reçut la nouvelle tant attendue. Voici ce qu'il écrit. J'étais très troublé en voyant la fumée s'élever au-dessus des montagnes. Les indigènes couraient dans le village dans toutes les directions en criant « Un navire à la côte !» J'étais très heureux d'entendre cette nouvelle. Amy et moi, accompagnés de quelques guerriers et esclaves chargés de nattes et de pommes de terre, poussâmes des cochons devant nous, dans le but de commercer avec le navire. 2 jours plus tard, nous arrivâmes à ce lieu funeste, où 10 ans auparavant, notre navire avait été capturé. Maintenant, je voyais un navire. Il était sous voile, à environ 20 milles de la côte. En même temps, je remarquai que certains indigènes portaient encore au cou et aux poignets de nombreuses babioles qu'ils avaient autrefois prises sur notre navire. Arrivés sur la plage, nous nous assîmes pour dîner. Un esclave s'approcha avec un panier. Il le posa devant moi, disant que c'était un cadeau de son maître. Je demandai ce qu'il y avait dans le panier. Il m'informa que c'était une partie de la cuisse d'une esclave tuée 3 jours plus tôt. Je donnai ce cadeau à Amy. Il fut très content. Les chefs délibérèrent et décidèrent que si le navire s'approchait, ils le captureraient et feraient prisonnier l'équipage. En se réveillant le matin, ils remarquèrent que le navire était beaucoup plus proche que la veille au soir. Cependant, les chefs craignaient toujours d'attaquer. Le navire n'était pas entré dans la baie. Ils conçurent un plan astucieux. Envoyer Rutherford à bord pour qu'il attire les marins à terre. Là, ils seraient massacrés. Bien sûr, Rutherford accepte cette proposition. Voici ce qu'il écrit ensuite. « J'étais vêtu d'une cape de plumes, d'une ceinture, armé d'une hache de guerre dont la tête était faite d'une pierre ressemblant à du verre vert. Elle était si dure qu'elle pouvait parer le coup le plus lourd de l'acier le plus solide. Le manche, en bois noir dur, magnifiquement sculpté et décoré de plumes. Dans cette tenue, je partis en canoë accompagné du fils d'un des chefs et de 4 esclaves. Quand nous approchâmes du navire, qui s'avérait être un brick américain commandé par le capitaine Jackson, qui faisait du commerce entre les îles des mers du Sud, je montai immédiatement à bord. Je me présentai au capitaine. Celui-ci, dès qu'il me vit, s'exclama « Le voilà, le Néo-Zélandais blanc !»
Je lui dis que je n'étais pas néo-zélandais, je suis anglais. Il m'invita dans sa cabine. Je lui racontai mes aventures et tous mes malheurs. Le fils du chef fut ligoté et jeté dans le canoë aux rameurs qui le ramenèrent à terre. Le navire américain hissa les voiles et emporta pour toujours avec lui le marin et chef à ses heures, John Rutherford. C'était le 9 janvier 1826. Depuis que John avait posé le pied sur ces rivages, 10 ans et 3 mois s'étaient écoulés. Ensuite, John se retrouve à Tahiti. Puis il vit quelque temps en Australie, où il a même le temps de se marier. Mais il décide tout de même de retourner en Angleterre. En 1828, Rutherford atteint Portsmouth. Et en 1829, lors d'une exposition à Londres, John exhibe ses tatouages et les danses folkloriques maoris. L'écrivain Charles Knight le remarque. Il s'entretient longuement avec lui et obtient l'accès à ses journaux. 1 an plus tard, il publie le livre The New Zealanders sous le titre John Rutherford, The White Chief, où il raconte la vie de ce peuple et l'histoire incroyable du marin anglais. En 1830, John retourne dans sa ville natale de Manchester. Il se produit dans les foires locales, montre ses tatouages, danse le haka. On ne sait rien de plus sur sa biographie. La rumeur courait qu'il était retourné en Nouvelle-Zélande et y vivait comme un chef maori.